Je me présente, je suis le docteur Agadji, je suis médecin effectivement sur le CMP. Alors je suis sur deux unités, je suis sur le centre expert autisme du Vinatier qui s'appelle le CEDA et sur le CMP de Meyzieux où j'interviens sur le département Sunrise qui s'occupe des troubles du neurodéveloppement. Et donc je suis accompagnée de mon équipe qui n'est pas avec moi présentement, mais elles sont toutes ensemble sur le CMP de mes yeux. Donc c'est une équipe pluridisciplinaire. Ce projet-là, il a été créé il y a 3 ans. En 2021, il y a eu une restructuration de la pédopsychiatrie sur les CMP. Et donc, on est organisé maintenant sur chaque CMP par département de soins en fonction de la problématique de l'enfant, de l'âge de l'enfant. Donc, il y a un département pour la périnatalité et la petite enfance, un département pour les 6-12 ans qui s'occupe des troubles anxieux et des traumatismes. Et puis, à partir de 13 ans, c'est le département des adolescents. Et puis, le département Sunrise, c'est tous les troubles du neurodéveloppement de 0 à 18 ans. Donc, on est une grosse équipe sur mes yeux, mais on a aussi une grosse file active. On a à peu près quasiment 600 patients en file active et ça continue à augmenter. Et on a comme mission principale le dépistage et la prise en charge précoce des enfants, et puis aussi l'accompagnement des familles avec de la guidance familiale et de la psychoéducation, etc. Et puis également euh, l'accompagnement du réseau, parce qu'on essaye de travailler en maximum avec le réseau. Il existe d'ailleurs une convention qui a été signée avec l'Éducation nationale pour pouvoir intervenir plus facilement, avec plus de fluidité auprès de toutes les écoles. Donc, il y a mes trois collègues qui ont accepté de m'accompagner pour cette présentation parce que, bon, bah, il y a un tout petit temps médical depuis tout le temps sur Sunrise. Moi, je suis à 40%. Ce qui fait que je m'appuie énormément sur mon équipe. Donc pluridisciplinaire, ça veut dire qu'on a pas mal de disciplines. Donc il y a des infirmières, des psychologues, des psychomotriciens, enfin un psychomotricien, on n'est pas ergothérapeute, assistante sociale, secrétaire indispensable. Et voilà. Donc aujourd'hui, mes trois collègues se sont joints à moi parce que c'est elles qui interviennent le plus auprès des équipes éducatives. Moi, j'ai plus de mal à le faire. Donc, je vais peut-être vous laisser vous présenter si vous avez, maintenant que la caméra est apparue, vous allez pouvoir le faire, c'est plus agréable. Donc moi, c'est Luna Fischer, je suis psychologue. Donc j'ai un master de psychologie spécialisé dans l'autisme et les troubles neurodéveloppementaux. Et ça fait 2 ans et demi que je travaille sur Sunrise. Joëlle Lausanne, je suis infirmière sur l'unité et je travaille auprès d'enfants porteurs d'autisme depuis 2018. Moi, c'est Elodie Charpiot, je suis infirmière donc, sur la plateforme Sunrise depuis 2 ans et demi aussi. Et sinon, je fais de la pédopsychiatrie depuis 2010, depuis que je suis diplômée. Et donc on a des missions très variées qui vont des bilans pré-diagnostiques à de l'accompagnement parental, de l'accompagnement plutôt auprès des enfants directement et auprès des écoles. C'est assez large. Enfin, on va commencer par vous parler du développement normal. C'est vraiment pour vous donner des grandes idées sur le développement classique. Donc, au niveau du développement normal, il existe une plasticité cérébrale. En gros, le cerveau, il n'est pas figé à la naissance. Bon, il continue à bouger. Il y a une fenêtre critique de plasticité cérébrale, en fait, jusqu'à l'âge de 6 ans. Entre 2 et 6 ans, on a l'habitude de dire qu'il n'y a pas d'urgence en psychiatrie, en pédopsychiatrie. Mais en fait, entre 2 et 6 ans, on dit souvent aussi, les enfants ont le temps. Et c'est pas vraiment vrai, surtout s'il y a un retard de développement. Parce qu'en fait, à ce moment-là, c'est un moment où on peut rattraper énormément de choses, où le langage peut se développer et il y a une plasticité très forte au niveau cérébral. Ensuite, c'est toujours le cas, mais c'est moins le cas. Et puis, il faut savoir qu'il y a une interaction forte entre le cerveau et l'environnement et ce qu'on peut apporter.
Donc il y a plusieurs sortes de plasticité. Il y a une plasticité spontanée qui évolue toute seule. Il y a une plasticité qui est liée à l'expérience, à la sensorialité. Ça, c'est des acquisitions qui se font avec l'environnement. Et puis, il y a la plasticité qui se fait avec les apprentissages scolaires. Donc, dans les apprentissages, il y a, enfin, au niveau du développement, il faut aussi prendre en compte le concept d'âge chronologique et d'âge développemental. C'est-à-dire que les enfants peuvent effectivement développer des compétences à des âges différents. Et puis, il y a des enfants qui ont des retards de développement. Et c'est important, en fait, d'avoir quand même en tête ces étapes qui sont nécessaires et qui se font à des âges différents et savoir quand est-ce qu'il y a un retard. C'est pas forcément quelque chose de grave, mais c'est quelque chose à noter, à surveiller et à prendre en compte. Donc, bah, les grands champs du développement, il y en a, on va dire quatre. Il y a effectivement la motricité fine, la motricité globale, l'âge de la marche, ce genre de choses, qui est surveillé généralement par le médecin généraliste ou le pédiatre. Il y a aussi le langage euh, qui se développe aussi avant généralement l'âge scolaire et qui est aussi à surveiller. L'interaction et la communication non verbale. Voilà, c'est souvent très très lié et ça se développe également avec l'environnement, avec les apprentissages et puis tout ce qui est développement émotionnel. Et en fait, tous ces champs du développement sont conditionnés par l'intégrité quand même des structures anatomiques. Donc, il faut que les enfants entendent, il faut que les enfants voient, il faut qu'ils puissent aussi parler, qu'ils aient enfin, qu'ils puissent articuler, et puis aussi qu'au niveau cérébral, ils aient toutes les structures cérébrales fonctionnelles. Et puis, il y a évidemment l'environnement aussi qui stimule plus ou moins le développement. Donc, le contexte, enfin, les généralités sur les troubles du neurodéveloppement. Euh, Déjà, c'est définir ce que c'est qu'un trouble du neurodéveloppement. C'est une perturbation du développement cognitif ou affectif de l'enfant qui entraîne un retentissement sur le fonctionnement, alors adaptatif, scolaire, social, familial. C'est euh, ces différents domaines qui sont évalués. C'est important de le dire parce que c'est fréquent qu'on repère en fait l'impact d'un trouble du neurodéveloppement des fois qu'à la maison ou des fois que dans certains champs. Et donc c'est là où on voit, enfin ça c'est notre travail de l'évaluer, mais des fois c'est pas forcément aussi clair que ça pour les équipes. Euh, c'est fréquent en fait les troubles du neurodéveloppement, c'est 5 à 10% de la population française. Et il y a 35 000 enfants qui naissent chaque année avec un trouble du neurodéveloppement. Donc ça implique en fait un aspect neuro et un aspect développemental, comme son nom l'indique. Donc au niveau neurologique, il y a des structures cérébrales qui sont en jeu et surtout une notion de connectivité. C'est-à-dire que c'est souvent l'utilisation de ces structures cérébrales qui est différente. Et puis le développement, l'aspect développemental, c'est que ce sont souvent des symptômes précoces, des symptômes qui sont durables, donc c'est quelque chose de chronique qu'on voit sur le long terme. Et pour qu'on puisse dire qu'il y a un trouble du neurodéveloppement, il faut qu'il y ait un retentissement, un impact important. Donc il y a plusieurs sortes de troubles du neurodéveloppement. Il y a déjà celui qu'on connaît généralement, qu'on a en tête, c'est le trouble du développement intellectuel ou déficience, handicap intellectuel. C'est un trouble, en fait, c'est un diagnostic qu'on peut poser à partir de l'âge de 6 ans. Donc, on ne se précipite pas, parce qu'en fait, les enfants, effectivement, ont une plasticité cérébrale importante, surtout si associé à ça, il y a un autre trouble du neurodéveloppement. C'est important enfin, voilà, de prendre du recul avec ça. Ensuite, il y a le trouble du spectre de l'autisme. A contrario, le trouble du spectre de l'autisme, lui, il se pose à partir de l'âge de 18 mois.
Donc, il y a une urgence un peu plus forte dans le sens où si on adapte en fait les apprentissages, on peut rattraper le retard qu'on peut repérer. Le TDC, donc trouble du développement de la coordination, c'est l'ancien nom c'était dyspraxie ou trouble de l'acquisition des coordinations. Ça, c'est plutôt le domaine des psychomotriciens et des ergothérapeutes. Ça se pose un peu plus tard, aussi à partir de l'âge de 6 ans, si je ne me trompe pas. C'est plutôt du domaine donc, de la motricité. Ensuite, le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ça, c'est pareil, c'est à partir de l'âge de 6 ans. C'est aussi parce que l'enfant a une certaine agitation avant l'âge de 6 ans. L'attention, elle est plus labile. La gestion des émotions, elle est plus compliquée. Et donc, c'est aussi important de laisser le temps euh, au développement de ces compétences-là. Et puis, troubles spécifiques du langage et des apprentissages. Donc, il y a la dysphasie, donc trouble du développement du langage oral, la dyslexie, la dysorthographie, la dyscalculie. Maintenant, il y a plein de termes sur troubles du développement du langage oral, du langage écrit, etc. En tout cas, ça rentre dans, voilà, dans les troubles des apprentissages. Finalement, souvent, ils sont tous associés. Alors c'est assez rare, c'est peut-être aussi que nous, on est dans un centre de deuxième ligne, mais c'est quand même assez rare que les enfants aient qu'un seul de ces troubles. Et alors, ils sont souvent intriqués. On a toujours du mal à savoir s'ils sont intriqués parce qu'il y en a un qui prend le dessus et qui empêche l'apprentissage des autres. En tout cas, on retrouve en fait des fonctionnements assez spécifiques quand même dans chacun de ces TND. Et puis, il y a un degré de sévérité qui est variable et qui est à prendre en compte aussi. Euh, donc, voilà, comme je l'ai dit avant, les TND, c'est pas rare. C'est au moins 55% de la population qui présenterait un trouble du neurodéveloppement. Donc, c'est minimum un enfant par classe. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête aussi parce que on a des attentes souvent assez fortes pour les enfants et dans le cadre des troubles du neurodéveloppement, c'est important de prendre en compte leurs besoins spécifiques. L'origine, elle serait multifactorielle. Euh, En fait, on sait assez peu de choses sur les étiologies. On a beaucoup de liens de cause, de, euh, enfin, on n'a pas de lien de causalité, en tout cas, jusqu'à maintenant. On sait qu'il y a un aspect héréditaire, qu'il y a la prématurité qui peut rentrer en jeu. On sait aussi qu'il y a des choses qui ne rentrent pas en jeu, par exemple l'exposition aux écrans ou les modes éducatifs des parents. Ça peut à la limite aggraver certaines choses, certains apprentissages, etc. Mais ça n'entraîne pas le trouble du neurodéveloppement. Donc ça, c'est à bien garder en tête. Euh, les troubles du neurodéveloppement, bah, c'est pour toute la vie. Par contre, c'est pas figé. Nous, on revoit énormément de patients qu'on doit enfin, où on nous demande de réévaluer parce que l'enfant a grandi et qu'il a progressé. Un enfant avec de l'autisme, il reste pas bébé toute sa vie. C'est pas ça. C'est plus qu'il aura un développement atypique et qu'il aura des besoins et un fonctionnement différent. Donc c'est le même principe dans les troubles du neurodéveloppement. Euh, il y aura des besoins différents qui seront nécessaires d'évaluer et de comprendre. Donc les enfants vont forcément évoluer. Et donc leurs symptômes, leur impact tout au long de la vie également. Et puis un TND, c'est voilà, c'est rarement tout seul. Il y en a plusieurs souvent. Et donc chacun peut se favoriser plus ou moins. Et puis avec, en fonction des étapes de la vie, il y en a un qui est un peu le plus compliqué, qui prend le devant, alors qu'il y a des fois où c'est l'inverse. Je pense au TSA où au début de la vie, quand ce qu'on attend, c'est qu'ils se fassent des copains et qu'ils commencent à rentrer en interaction, c'est là où on le voit le plus. Puis après, quand ils grandissent et qu'on leur demande d'être au CP assis sur une chaise, ben là, le TDAH, il apparaît bien plus clairement. Voilà. Donc, merci. Alors, bah, la notion de handicap invisible, je pense que vous avez déjà tous
eu cette notion-là, puis on en parle de plus en plus. Euh, la notion de handicap invisible, pour moi, c'est vraiment la fatigue que ça peut entraîner, qu'il faut prendre en compte. C'est cette fatigabilité. C'est pas juste la prise en compte psychologique, etc., qui est importante, mais c'est vraiment une fatigue, c'est-à-dire que ça leur coûte plus d'énergie de faire tout ce qu'on leur demande. Sauf qu'ils peuvent le faire jusqu'à un certain point. Donc c'est ça qu'on a du mal à comprendre devant ça. Ça utilise plus de ressources de l'enfant qu'ils ont, mais qu'ils ont de manière plus coûteuse. Et puis en plus, c'est plus difficile de se ressourcer. J'ai l'habitude souvent de dire que quand je fais de la psychoéducation, que moi, quand je veux me ressourcer, bah, je vais au self avec mon équipe, je mange avec tout le monde, etc. Ce moment de cantine, par exemple, pour des enfants, que ce soit avec un TSA ou un TDAH, ça peut être extrêmement fatigant et extrêmement coûteux en énergie. Et puis après, quand on est un adulte et qu'on récupère les enfants à 14 heures après ce temps de pause, et ben on se dit, c'est pas possible, il se fout de moi. Il vient de sortir de pause et en fait là, il est explosé, il veut pas travailler. Généralement, les TDAH ou les enfants en général, plus ils sont fatigués, plus ils sont excités. Donc moi, on comprend cette notion-là parce que nous, on réagit pas de la même manière généralement. Euh, et donc, effectivement, il y a ce côté-là à bien prendre en compte. Un TND, c'est fatigué plus facilement. Donc, quand on prend en charge un enfant avec un TND, ce qui est important, c'est d'oublier ses a priori et ses a priori d'adultes et ses a priori d'adultes soit sans trouble du neurodéveloppement ou avec, hein, parce que on a sûrement tous des TND, mais en tout cas, on a appris il y a longtemps. On s'est autonomisé il y a longtemps et on a souvent oublié ce que ça nous avait coûté. Moi, souvent, je dis aux parents, rappelez-vous quand vous avez appris à conduire. Alors, c'est peut-être parce que moi, c'était très douloureux, cet apprentissage-là, mais n'empêche que l'apprentissage de la conduite, ça demande énormément de fonctions cérébrales. Et on le ressent bien parce que c'était généralement à 18 ans. Et puis la conséquence, c'est qu'on peut tuer quelqu'un sur la route. Donc bon, voilà. Et en fait, ce moment-là, ça peut être très très compliqué. Et ben c'est pareil pour des enfants. Un enfant qui a une dyspraxie, s'habiller le matin, c'est pas pour nous ennuyer qu'il met 3 heures à mettre sa veste. C'est généralement parce que ça le fatigue énormément. Et même s'il y arrive quand il est en super forme et qu'il y a des jours où il y arrive et qu'il y a des jours où il n'y arrive pas, c'est pas forcément pour nous embêter. Et donc, on oublie ses a priori et on essaye de comprendre le fonctionnement de l'enfant. Ça, c'est peut-être le plus dur parce que ça va quand même. C'est ça qui est nécessaire pour interpréter tous ses comportements, tout ce qu'il peut faire au quotidien. Si on n'a pas une idée claire de ce qui lui coûte de l'énergie, ce qui lui coûte pas de l'énergie, ce qu'il sait faire, etc., à quel moment, et ben en fait, on interprétera mal certains comportements problématiques. Et donc, l'évaluation fonctionnelle, c'est ce qu'on fait auprès, alors, soit sur le CMP, soit auprès de professionnels libéraux. Et c'est ça qui est le plus important, c'est-à-dire d'avoir une idée de quel est son niveau de langage, quel est son niveau de motricité, quel est son niveau d'autonomie, son niveau de QI, etc. Il y a tout ça qui se dit. Donc, bah, je parlais de l'autonomie. Effectivement, les comportements, l'autonomie, les comportements adaptatifs. Donc, ils sont de trois sortes. C'est l'adaptation dans la communication, dans l'interaction et la socialisation, et les gestes de la vie quotidienne, l'autonomie. Et toutes ces choses-là peuvent être coûteuses, en fait. Ça peut être coûteux en énergie quand on a un trouble du neurodéveloppement, plus ou moins en fonction de son profil, hein, ça c'est sûr, mais n'empêche que c'est coûteux en énergie de mettre ses chaussures, d'arriver en classe, de ranger et de mettre son sac sur le petit porte-manteau, enfin voilà, toutes ces choses-là peuvent être coûteuses. Et il y a une acquisition souvent qui est plus lente et une automatisation qui est plus difficile. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui arrivent dans la classe et puis après ils arrivent dans un autre milieu, dans une autre classe, et bien là ils n'y arrivent plus. Donc cette automatisation qu'on a dans le cerveau et le fait de la et généralisation pardon aussi cette généralisation à tous les milieux, ça c'est plus dur. Et puis les comportements problèmes,
Ça, c'est important de se dire qu'un comportement problème, c'est en lien avec une difficulté de l'enfant. Généralement, mais on a tous ce côté-là. Moi, j'ai une enfant, donc directement, quand il y a un comportement problème, je me dis, elle veut m'emmerder. Non. Et c'est vrai qu'il y a le fait de revenir en arrière et de se dire, bon, là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a ce comportement-là? Et ça nécessite de comprendre son fonctionnement, etc. Et même s'il y a besoin parfois de demander de l'aide. Parler des troubles du spectre de l'autisme. Du coup, je pense que tu as bien fait de souligner un peu bien sur la fatigue et le coût que ça peut avoir. Et on va essayer un peu de continuer là-dessus en imaginant à partir des critères diagnostiques. Donc là, on commence par le trouble du spectre de l'autisme. Donc on va souvent utiliser le mot TSA. Et pour vous le présenter, on va se baser sur les critères diagnostiques. Quand on parle de critères diagnostiques, ça vient de ce manuel-là, qu'on appelle le DSM-5, qui en fait regroupe dans ses nombreuses pages presque l'intégralité des troubles mentaux, avec des descriptions qui ont été issues de plusieurs réunions entre plusieurs professionnels dans le domaine scientifique, pour que tout le monde soit d'accord. Donc, normalement, quand on parle de quelqu'un qui a un TSA, qui a un TDAH, on se base sur la même chose, sur les mêmes critères, et c'est pour ça que nous, on va prendre un peu de temps pour vous les décrire, parce que c'est à partir de ça qu'on pose un diagnostic. Donc, on a deux domaines principaux qu'on vous a décrits ici, déficit de la communication et des interactions sociales, et les caractères restreints et répétitifs des comportements. Donc, plus précisément, ça veut dire quoi? Quand on parle de déficit de communication sociale, ça peut s'exprimer de différentes manières. C'est pas une checklist à ce moment-là, c'est pas il faut qu'il y ait chacun des éléments pour pouvoir parler du TSA, c'est juste des guides pour... En fait, il faut s'interroger sur la manière dont communique l'enfant, et là, on va vraiment porter attention, c'est la manière dont il va communiquer de manière non verbale, c'est-à-dire souvent avec les gestes. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de parler en vous mettant les mains sous les cuisses. Moi, personnellement, au bout de 2 secondes, elles ressortent pour essayer de supporter un petit peu mon langage, ma communication. Donc, c'est les gestes, mais c'est aussi la manière de regarder les gens, les expressions faciales. Là, par exemple, le fait d'être en visio et de ne pas pouvoir voir vos visages pour savoir est-ce que vous froncez un peu les sourcils, est-ce que on comprend un petit peu, est-ce que vous avez l'air de comprendre ce qu'on dit, etc. C'est assez embêtant parce qu'en fait, en tant qu'être humain, on utilise ces informations pour la communication. Et tout ça, c'est autour des mots, autour du verbal. Et souvent, chez les personnes TSA, ce sera soit absent, soit d'une qualité différente. C'est cette impression de bizarrerie. Parfois, on peut avoir ce côté, il y a quelque chose qui ne passe pas. Donc, souvent, avec les enfants, c'est soit ils ne nous regardent pas, ou le regard est fuyant, ou au contraire, très transperçant. Ça peut arriver qu'on a l'impression qu'ils regardent à travers nous, mais c'est dans notre direction. Qu'ils n'utilisent pas du tout de gestes. Donc, il y a ou pas du tout d'expression faciale. C'est des choses qui peuvent être retrouvées, ou alors au contraire des expressions faciales très exagérées, pas du tout adaptées au contexte, rigoler alors que quelqu'un pleure, c'est des choses qu'on peut voir. Donc c'est pas forcément, là on parle de déficit, mais ça peut être aussi une altération en qualité. On dit que c'est pas adapté au contexte. On peut aussi retrouver de la difficulté à imiter l'autre. Normalement, les tout petits imitent spontanément, mais on va vous montrer une vidéo tout à l'heure qui qui donne des exemples plus concrets tout à l'heure. Cette fois-ci, au niveau verbal, vraiment dans les mots qu'ils vont utiliser, on peut voir des choses aussi un peu atypiques. On a ce qu'on appelle les écholalies. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà observé, vous, avec les enfants avec qui vous travaillez, mais qui vont répéter exactement ce que vous venez de dire. Par exemple, t'as quel âge? Quel âge? Qui vont répéter la fin de phrase avec la même intonation de votre question. Ça peut être aussi une répétition, mais bien plus tard. Par exemple, ils ont regardé un dessin animé de Peppa Pig et vous êtes en train de parler avec lui et il vous ressort la phrase du dessin animé mot pour mot avec la même intonation. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des écholalies. Il y a aussi tout ce qui est invention de mots. Donc c'est ce qu'on appelle les néologismes, qui utilisent des mots que vous ne connaissez pas, mais peut-être qu'au bout d'un moment, en connaissant l'enfant, on y met un sens. Les inversions pronominales, c'est quand on inverse le je et le tu. Au lieu de dire je, ils disent tu. Ça, c'est aussi quelque chose qui est assez atypique dans le langage. Et puis, il y a aussi ceux qui n'ont pas accès au langage ou seulement par écolalie.
C'est des choses qui arrivent assez fréquemment. Et dans la communication, on peut aussi voir qu'ils sont en difficulté au moment d'initier quelque chose, donc faire des ouvertures sociales, aller commencer une conversation, ou même quand quelqu'un initie une conversation, d'y répondre. C'est des choses qu'on peut voir assez fréquemment. Je le répète, on n'est pas obligé d'avoir la checklist des 4 éléments qu'on vous présente pour parler des troubles du spectre de l'autisme. Au niveau des interactions sociales, là, ça va être vraiment dans le côté réciprocité, interaction. Donc, quand il y a 2 personnes ensemble, est-ce que l'enfant arrive à partager son plaisir, partager ses émotions, prendre de l'intérêt pour l'autre, s'intéresse. Il y a vraiment ce côté un petit peu intérêt à l'autre. Et s'il y a de l'intérêt, parce que ça peut arriver qu'il y ait de l'intérêt, est-ce que c'est difficile de créer une amitié, de la maintenir? Est-ce que c'est difficile ou pas de comprendre ce que la personne ressent et de s'adapter à la situation et au contexte dans cette situation sociale? Donc c'est là que ça peut être un peu plus difficile de trouver parfois, quand il y a des interactions sociales, de trouver comment est-ce qu'elles sont plus difficiles et comment est-ce qu'on peut aider les enfants à ce moment-là. En tout cas, en général, quand il y a un trouble du spectre de l'autisme, l'interaction est différente ou atypique. Ça tombe? Non, c'est encore moi. Oui. On arrive à la deuxième sphère, caractère restreint et répétitif. Donc, à ce moment-là, on va s'intéresser à qu'est-ce que fait l'enfant, à quoi il s'intéresse et comment il réagit à son environnement. Donc, quand on l'observe, on peut parfois observer certains mouvements atypiques ou certains comportements atypiques. Souvent, on parle du flapping. Donc, ça, c'est des choses qu'on observe assez souvent. Les maniérismes, des choses où, quand on observe ce type de mouvement, c'est important de se rendre compte qu'ils sont souvent liés à un état émotionnel, qu'il soit positif ou négatif. En tout cas, c'est un peu leur manière d'exprimer certaines émotions. Le même mouvement peut exprimer une émotion positive ou négative. En tout cas, il y a vraiment cette fonction de réduire une certaine tension. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va chercher à interdire ou à supprimer, c'est juste parfois, ces mouvements-là peuvent devenir trop envahissants. Et c'est un peu toute cette sphère ici qui peut poser problème, c'est le côté envahissant. Donc, si c'est les mouvements répétitifs, ben, s'il fait que ça peut devenir envahissant. Le fait qu'il puisse être intéressé par une seule chose, on a l'exemple des trains, on a l'exemple des panneaux solaires, du système solaire, des rennes. Parfois, oui, j'ai déjà eu Marie-Antoinette. Les dinosaures, très, très communs également. Les infrastructures. Oui, tout ce qui est en lien avec les routes, ça arrive assez fréquemment. Je dirais, moi en tout cas dans mon expérience, ce que je vois le plus, c'est la thématique du transport ou les dinosaures. Je ne sais pas si le plus fréquent. Le transport, je pense. Ouais. Et plutôt chez les garçons pour le transport. Et on a remarqué que chez les filles, les intérêts pouvaient être plus considérés comme normal par la société, comme les chevaux, le dessin. C'est quelque chose ça paraît un petit peu anodin, mais finalement, ça va être dans l'intensité. Donc, le temps que ça prend sur le quotidien, qu'on va parler d'intérêt restreint ou pas. Donc, on a tous des passions. Là où on va dire que c'est un intérêt restreint. Je valide ça. Je mets en copie. Je valide ça auprès de la. Alors, il y a quelqu'un qui vient de se connecter. Du Et bon, c'est bon, j'ai réussi à désactiver le son. Merci. Pour cette interruption. Oui, donc c'est pas là où ce serait important d'observer pour dépister éventuellement un TSA, ça va être la place que prend cet intérêt dans le quotidien et le caractère envahissant ou non. Et une autre chose qu'on retrouve très très fréquemment dans le trouble du spectre de l'autisme, c'est cette intolérance au changement et l'adhésion inflexible à des routines. Donc, dans les routines, ça peut être le chemin de l'école, c'est toujours le même chemin, pas un autre. Ça peut être, c'est toujours, si j'ai une tache sur mon t-shirt, je dois le changer. Ça peut être, ma mère a changé de couleur de cheveux, ça va pas du tout.
il y a plein de choses qui peuvent vraiment venir déranger une personne TSA qui a besoin de routine et qui a besoin que ce soit un peu prévisible et anticipable. Et on va décrire un peu plus, mais il y a aussi toute la sphère sensorielle qu'il ne faut surtout pas négliger. Et c'est pour ça qu'on va aller un peu plus loin là-dessus. Mais tout ce qui est particularités sensorielles sont très fréquentes dans le trouble du spectre de l'autisme et elles sont à prendre en compte et à aménager. Donc, je te laisse. Alors voilà, le traitement sensoriel, donc comment on va décrire le traitement sensoriel, c'est plutôt tout ce que le système nerveux détecte et filtre comme information sensorielle. Donc voilà, comme nous, les enfants autistes peuvent ressentir des sensations qu'ils peuvent trouver agréables ou désagréables. Donc vous voyez, vous avez différents sens. Donc certains vont être plus clairs que d'autres. Voilà, je pense plutôt visuel, auditif, voilà, visuel. Donc ils vont être plutôt attirés ou non d'ailleurs, hein, par certaines couleurs, des lumières vives ou des lumières clignotantes. Voilà, au niveau auditif, ils peuvent être gênés par certains bruits, ça peut être des alarmes, des ambulances, voilà. Au niveau olfactif, ils peuvent être gênés par certaines odeurs. Au niveau tactile, c'est plutôt gêné par des vêtements qui peuvent être trop serrés ou des contacts physiques. Alors, il ne faut pas se dire que des fois, les enfants autistes n'aiment pas être touchés. Certains, justement, aiment bien le contact physique avec certaines personnes. Souvent, on peut penser qu'ils ne recherchent pas le contact physique, mais certains le recherchent quand même. Voilà. Gustatif, c'est pour ça qu'on rencontre beaucoup d'enfants avec sélectivité alimentaire, puisque certains aliments peuvent les dégoûter. Souvent, d'ailleurs, c'est la banane qu'on retrouve fréquemment. Des fois, ils recherchent certaines couleurs, mais au niveau des goûts, ils peuvent être assez gênés. Ce que vous connaissez peut-être moins, c'est interoception, proprioception et vestibulaire. Alors, interoception, ce serait la capacité à ressentir tout ce qui se passe au niveau interne de notre corps. Voilà. Et proprioception, c'est plutôt toute la connaissance, la conscience de notre corps. C'est tout ce qui concerne le fait qu'on va éviter de se cogner, nous, naturellement. Ils ont plutôt des difficultés de ce côté-là. Voilà. Et vestibulaire, c'est tout ce qui joue un rôle clé dans le fait de l'équilibre, de se tenir droit. Et voilà. Donc, dans le traitement sensoriel, ce qu'on rencontre souvent, c'est des enfants qu'on dit qui ont soit une hyporéactivité ou une hyperréactivité. Donc, en hypo, c'est-à-dire qu'ils vont toujours être en recherche, alors qu'en hyper, ils vont plutôt éviter, ce qu'on disait dans la diapo d'avant, voilà, l'évitement sensoriel. Voilà. Là, c'est une petite illustration visuelle. Voilà. Donc, au niveau du visuel, ce qu'on peut retrouver souvent, c'est des enfants qui essayent de se stimuler en faisant passer des objets devant eux. Donc, ils se mettent exactement dans cette position au sol et ils font passer des objets devant eux. Donc, des enfants qui recherchent des lumières vives et des clignotantes. Au niveau du bruit, qui peuvent être gênés ou en recherche. D'ailleurs, on voit le petit bébé qui est en recherche de bruit. Tactile, voilà, avec des balles et le goût, le dégoût pour certains aliments et vestibulaire. Voilà, les enfants qui aiment bien qu'on les prenne et qu'on les tourne très 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 vite. Que des fois, il y a les deux, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui ont une hypersensibilité et une hyposensibilité pour le même sens. Et donc, des fois, ça peut être perturbant parce qu'on se dit que c'est des enfants qui recherchent et qui font du bruit, qui jettent des jouets, par exemple, et puis qui, d'un autre côté, supportent pas le bruit de certains enfants ou des choses comme ça. Et donc, ça peut être perturbant parce qu'on peut se dire, mais c'est pas possible, il le fait exprès et tout ça. On ne comprend pas tout intégralement encore au niveau scientifique, mais on sait qu'il y a aussi un aspect où les choses qui viennent d'eux-mêmes et qui génèrent eux, et un peu plus dans une recherche, enfin, ils sont dans la recherche de ce qui génère eux, dans leur bruit, dans leur... voilà, et alors que ce qui vient de l'extérieur est plus difficile, aussi avec cette notion d'imprévisibilité qu'énonçait Luna. Et puis, pour illustrer ce que tu dis, quand on chante faux et que c'est nous qui chantons faux, ça nous dérange beaucoup moins que quand c'est les autres. Donc, je trouve que moi, c'est souvent quelque chose que je vais utiliser pour illustrer ce que tu dis. Quand ça vient de nous, ça nous dérange moins de manière générale. Et encore, j'irais même plus loin, souvent les enfants qui ont une hyper-réactivité au bruit, donc qui ne supportent pas forcément certains bruits, si eux font du bruit, ça leur permet de recouvrer le bruit désagréable
Donc, au contraire, en tout cas, c'est sûr qu'il ne faut pas se dire il fait du bruit, donc c'est ce qu'il recherche. Peut-être qu'il est en train d'éviter un autre bruit. Et on peut appliquer ça à tous les sens que Joël vient de citer. C'est sûr. Mais du coup, pour résumer, il y a plein de symptômes qu'on vient de décrire pour le TSA. C'est quelque chose de très, très large. Je pense que je vais d'abord peut-être faire le visionnage de la vidéo, parce qu'on l'a mis après, mais ça me paraît plus logique de le faire avant, et qu'on voit vraiment tous les critères dont on avait parlé juste avant, justement. Donc, dans le déficit de la communication, je pense que vous avez hyper bien vu. Dans les interactions sociales, elles sont quasi inexistantes. Et quand, par exemple, je crois que c'est Naïm qui fait avec un objet, il le manipule, il le détourne en le faisant un truc un peu répétitif avec différents objets, ben là, on a aussi un exemple plus concret de ce qu'on peut observer. Après, c'était des petits. Je pense que vous voyez des un peu plus grands au quotidien. Et c'est pour ça que c'est important de bien préciser le fait qu'aucun des symptômes qu'on vient de citer n'est pathognomonique. Ça veut dire qu'il n'y en a aucun qui est... Ou ça veut dire, s'il y a ça, ça veut dire qu'il est autiste. Ça n'existe pas. Donc souvent, il y a les gens qui vont dire « Ah, il ne regarde pas dans les yeux, il doit être TSA ». C'est pas vrai. Et de la même manière, c'est pas parce qu'un enfant sait regarder dans les yeux qu'il n'est pas TSA. Donc, c'est toujours un ensemble d'éléments qui nous permettra de poser un diagnostic. Donc, dans tous ceux qu'on a décrits, il y en a pour qui c'est plus flagrant que d'autres. Et le diagnostic, c'est une décision clinique. Une décision clinique, ça veut dire que c'est à partir d'éléments cliniques, donc ce que nous rapportent les parents, ce que nous rapporte l'école, les éléments d'observation et éventuellement des échelles, des bilans qui ne sont que des aides pour, en tant que clinicien, nous dire « Ok, on parle d'autisme ou pas ». Et ça, c'est le cas pour le reste. On va parler aussi du TDAH à ce moment-là, et c'est la même chose. Et là où on accorde un peu plus d'importance, ça va être tout ce qui est évaluation fonctionnelle pour se rendre compte de l'impact en fait du trouble quand il y en a. On parlait de fatigabilité, on sait que plusieurs domaines sont touchés et c'est à ce moment-là que ce sera utile. En tout cas, c'est important à retenir. Et dans cette catégorie-là, ce que nous, on veut surtout préciser, c'est la notion de spectre, en fait. Je ne sais pas si c'est un mot qui vous parle ou pas. En tout cas, le spectre, ce n'est pas quelque chose qui va de peu autiste à très, très autiste. Ce n'est pas du tout ça, ce n'est pas linéaire. Il faut plutôt l'imaginer comme un spectre, mais comme sur l'image, où en fait, selon les domaines, il y aurait une sévérité ou un impact, un envahissement différent, plus petit pour certains, plus sévère pour d'autres. Et c'est pour ça qu'on va parler d'autisme au pluriel et de spectre. Ça, c'est hyper important de l'avoir en tête. Parce que ça explique pourquoi deux personnes TSA ne se ressemblent pas du tout, et c'est tout à fait normal. D'ailleurs, on parlait des comorbidités. Un enfant qui a un trouble du spectre de l'autisme et un TDAH ne ressemblera pas à un enfant qui est juste TSA, par exemple. Donc là, ça vous montre des exemples de différents types d'autisme qu'on peut retrouver dans notre pratique. Et je rajouterais aussi qu'au cours de la vie, ça va également changer. C'est-à-dire qu'un enfant qui a beaucoup de mal à communiquer au début de sa vie peut finalement apprendre de manière un peu plus explicite que pour les enfants d'autres enfants à communiquer, à interagir, etc. C'est, comme on l'a dit au début de cette conférence, le cerveau, il est plastique. Et donc, un enfant TSA peut apprendre. Et d'ailleurs, il va apprendre. Alors, moi, je vais vous parler du TDAH, donc du trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ce trouble-là réunit trois grands symptômes, en fait. Donc, il y a l'inattention, il y a l'hyperactivité et il y a l'impulsivité. Et ces trois symptômes vont avoir en fait vont entraîner une altération clinique significative du fonctionnement, donc dans plusieurs milieux, au moins deux en général, donc familial, scolaire, au travail et social.
Donc, au niveau des TDAH, concernant le déficit de l'attention, on va retrouver des difficultés à maintenir l'effort, une grande distractibilité. Ils vont décrocher plus facilement. C'est des enfants qui sont un peu dans leurs pensées, dans la lune, qui n'écoutent pas, qui perdent facilement leurs affaires, très souvent. Au niveau de l'impulsivité, c'est des enfants, enfin, ou des adultes qui vont agir avant de penser, qui vont lever la main tout de suite, quitte à donner une réponse fausse en classe. Ils vont couper la parole, ils sont impatients, c'est difficile pour eux d'attendre leur tour, que ce soit dans une file d'attente ou dans la classe ou même à la maison sur un jeu de société par exemple. Et l'hyperactivité va se manifester par une agitation psychomotrice importante. Ça ne veut pas dire que l'enfant, comme on imagine, saute partout, grimpe au rideau. Non, ça peut se manifester de manière un peu plus subtile. C'est des enfants qui parlent beaucoup et qui ont souvent besoin de manipuler des choses. Par exemple, sur leur bureau en classe, ils vont toucher à tout, les stylos devant eux, les cheveux de la voisine, ils vont faire tomber la trousse, voilà. Donc, pour qu'il y ait un diagnostic de TDAH qui sera validé par le médecin, il faut qu'il y ait au moins 6 critères sur 9 en inattention et 6 critères sur 9 en impulsivité et hyperactivité. On compte ensemble l'impulsivité et l'hyperactivité. Donc, il y a trois types de TDAH. Donc, on a la forme mixte, ou qu'on appelle aussi combinée. Donc, ça combine du coup l'inattention et l'hyperactivité, impulsivité. Il va avoir il va avoir les trois grands symptômes. Il y a la forme à inattention prédominante. Donc, dans ces cas-là, l'hyperactivité va être bien moins présente. C'est des enfants qui poseront moins de problèmes en classe, ça passera plus inaperçu, ils peuvent d'ailleurs être diagnostiqués plus tard. C'est des enfants qui seront dans la lune, beaucoup dans la lune. Et après, plus rarement, on voit aussi la forme où il y a un pollen. Voilà. Et du coup, où c'est l'hyperactivité qui prédomine et un peu moins l'inattention. Mais ça, c'est plus rare. Enfin, moi, j'en ai jamais vu. Ça arrive, c'est rare. Alors, on a des signes fréquemment associés à ce trouble, sinon ça ne serait pas drôle. On a l'intolérance à la frustration, c'est des enfants qui sont assez réfractaires aux règles et qui ont un peu des difficultés à supporter la frustration. C'est des enfants qui ont souvent une mauvaise estime d'eux-mêmes, mais parce qu'aussi ils se retrouvent toujours dans la situation où on leur fait des reproches parce qu'ils n'ont pas fait ci, ils n'ont pas fait ça, donc ça n'aide clairement pas à acquérir une confiance en soi. Ils ont des difficultés relationnelles parce qu'ils sont impulsifs, qu'ils ne comprennent pas toujours et du coup ça éclate un petit peu dans les relations. Bien souvent, on retrouve une notion du temps assez mauvaise. La gestion du temps est pas de bon niveau. C'est des enfants qui ont plus de mal à se repérer que les autres dans le temps, que ce soit sur une journée ou encore plus sur du long terme. Ils ont un trouble, alors ça on en parlera bien après parce que c'est quelque chose qui est très très fréquent chez ces enfants-là, c'est un trouble de la régulation des émotions. Donc ils ont une intolérance à la frustration, une irritabilité, la colère, l'hyperactivité émotionnelle, ça peut même être la joie, enfin tout, on va voir après, mais tout peut prendre des grandes proportions. Et on a aussi un trouble des fonctions exécutives, c'est des enfants qui ont du mal à se mettre à la tâche, pour qui la planification est difficile, la flexibilité, c'est pas toujours leur point fort. Donc voilà, c'est un peu difficile ce point-là pour eux. C'est ce qu'on appelle des fois le trouble de la motivation. Ces enfants-là, en fait, il faut avoir en tête qu'on va dire qu'ils ont un déficit de la motivation. C'est pas comme chez nous. Ils vont être beaucoup plus difficiles à motiver sur des tâches qui ont peu d'intérêt pour eux. Certains de mes collègues aiment bien dire, on pourrait appeler ça un trouble de la motivation et de la dysrégulation émotionnelle. Voilà. Et souvent, chez ces enfants-là, ça aussi on le verra un peu plus tard, mais on retrouve un trouble de l'opposition et de la provocation. Donc c'est dans 60% des cas, donc c'est très 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 fréquent. Alors, comme je vous disais, la dysrégulation émotionnelle, c'est une forte réactivité aux stimuli émotionnels. C'est une réponse émotionnelle intense et durable. Et il y a un lent retour à l'état d'apaisement émotionnel. Là, on voit un graphique. Sur le graphique du haut, on voit un enfant lambda, standard, tout venant. Il reçoit un cadeau. Il va être super content sur le coup. C'est chouette.
Il va jouer un petit peu avec et puis l'excitation va redescendre tranquillement et puis après, il va pouvoir passer à autre chose, à une autre émotion. Chez un enfant avec une dysrégulation émotionnelle, l'excitation, la joie à ce moment-là, elle va être encore plus forte, elle va monter plus haut et elle va rester. Elle va avoir du mal à descendre. Ça va faire des hauts et des bas et ça reste longtemps comme ça. Et ça peut se passer avec la joie, mais aussi avec la colère, avec la peur et tout. Donc, dans une journée, on peut vivre plusieurs émotions. Là, on voit sur le graphique un petit accident de voiture le matin, un peu plus tard dans la journée, une peur, un peu plus tard de la tristesse. Et en fait, le problème avec la dysrégulation émotionnelle, c'est quand ça se cumule. C'est que les émotions vécues sur le matin, elles restent sur toute la journée. Ensuite, il y a celle du midi qui se rajoute, ensuite celle du soir. Ce qui fait que, en fait, arrivé le soir, les personnes explosent. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'enfants qui, en rentrant de l'école, en fait, déchargent complètement. Et du coup, ça explose, il y a des crises et c'est très difficile émotionnellement pour l'enfant, mais aussi pour les proches. Donc là, on a un petit tableau pour se représenter un petit peu la motivation chez l'enfant TDAH. Donc, voilà, il faut savoir que les manifestations du TDAH peuvent s'atténuer dans certaines situations, dans les situations nouvelles et dans les situations duelles. Souvent, ça a tendance à s'apaiser un petit peu. Ça s'apaise aussi quand l'activité est suivie d'une récompense, parce que ça les motive, c'est un renforçateur positif immédiat. Et aussi, le TDAH est moins visible sur les tâches intéressantes et motivantes pour l'enfant. Donc là, on voit un tableau. Voilà, chez un enfant TDAH, on lui donne une activité plaisante, il va être content, il va se concentrer. Chez un enfant non TDAH, donc il va bien se concentrer, voilà, il va faire comme il faut. Et puis, sur une activité non plaisante, il y a la concentration. Il va se concentrer, même si c'est moins motivant que quand c'est une activité plaisante. La concentration va être moindre, mais elle va quand même être là. Chez un enfant TDAH, une activité plaisante, ça va être une concentration très forte, ce qu'on va appeler des fois une hyperfocalisation. Donc, ils vont être vraiment à fond dedans et être moins réceptifs à ce qui se passe autour d'eux. Et par contre, sur une activité très peu plaisante pour eux, on est vraiment à ras les pâquerettes au niveau de la concentration. C'est très difficile de maintenir leur attention dans ces moments-là, sur ces tâches-là. Ça redit un peu ce que tu as dit. Voilà. Donc là, en fait, ça répète un petit peu, les signes les plus marqués, c'est l'effort, l'attention soutenue. Ils vont être plus marqués dans l'effort et une attention soutenue qui va être longue, qui demande vraiment beaucoup d'efforts. Sur les situations monotones, sur les situations non structurées, quand il y a plusieurs choses à gérer et faire en même temps. En groupe, pourquoi? Parce qu'en groupe, il y a plusieurs personnes et en fait, il y a toutes les chances de se distraire parce que à côté, il y a quelqu'un qui va se moucher, là qui va se tripoter les cheveux, donc il y a de quoi attirer l'attention. Et puis, on retrouve aussi une augmentation des signes quand il y a de la fatigue. Voilà. Et les signes moins marqués, quand on fractionne les tâches, c'est plus simple pour ces enfants-là. Sur les écrans, en général, il y a beaucoup moins de signes. C'est des enfants qui peuvent rester sans problème sur un écran, sans bouger et qui se concentrent très bien. Dans les situations structurées, c'est plus simple pour eux. Quand il y a un renforcement immédiat, voilà, ce qu'on disait aussi, les situations duelles, les conditions d'évaluation, ça les aide. Et puis chez les filles, ça c'est important, chez les filles, souvent, c'est moins visible. Souvent, le TDAH va se manifester, plus souvent, ça va être un TDAH sans hyperactivité. Ça arrive quand même qu'il y ait certaines filles qui ont de l'hyperactivité. Mais souvent, c'est des filles qui vont être dans la lune, qui ne vont pas trop poser problème. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on les diagnostique un peu plus tard parce qu'elles dérangent moins. Voilà. En tout cas, ce qui est intéressant de se rendre compte, c'est qu'un enfant TDAH, ce n'est pas qu'il est incapable de se concentrer, c'est juste qu'il faut faire en sorte de rendre la situation la plus confortable pour lui, pour que les signes soient les moins marqués possibles. Rapidement, très très rapidement, ce qu'on voit quand même en termes de
niveau cérébral, là sur l'image, ce que j'aime bien, c'est que si on essaie de se concentrer sur chaque flèche, donc qui représente des réseaux de connectivité, et ben si j'attire un peu votre attention sur là où tout part, où tout arrive un petit peu. Donc le point commun entre toutes ces flèches colorées, c'est la région frontale. Et on s'est rendu compte que c'était un petit peu là qu'il y avait plus d'impact au niveau cérébral. Il y a quand même beaucoup de différences quand on observe des différences dans les études, donc par imagerie cérébrale parfois. C'est souvent assez minime comme différence et c'est pas à chaque fois. Donc ça permet aussi d'expliquer l'hétérogénéité entre les personnes TDAH, mais ça reste, on voit en tout cas des différences et celle pour moi à retenir, ça va être cette anomalie dans la dynamique de la maturation. C'est-à-dire qu'on observe un retard qu'on va estimer à 2 ans dans la maturation cérébrale. Donc, de nouveau, on se rappelle que le cerveau il est plastique, il est en train de grandir et on estime que le cerveau du TDAH, il le fait, mais un peu plus tard que les autres. Et puisque c'est les fonctions exécutives qui arrivent en dernier dans le développement typique, et pour les TDAH, elles arrivent après leurs camarades. Donc ça, pour moi, c'est plutôt ça qu'il faut retenir. Pas besoin de connaître la suite. Et en termes de prévalence, donc on a déjà parlé un peu de la prévalence des TND. Pour le TDAH, pareil, c'est pas quelque chose de rare, c'est pas quelque chose de à la mode non plus, c'est rien de tout ça. Ça fait 30 ans que la prévalence n'a pas changé en réalité. Donc là, sur le graphique, on voit que ça augmente, mais c'est parce que, en fait, on n'est plus au courant, on est mieux formé. Là, le fait que vous soyez très intéressé, c'est parce qu'en fait, on en parle un peu plus. Mais c'est pas pour autant qu'on parlerait d'une mode et que maintenant tout le monde est TDAH, c'est pas vrai. La différence entre les pays qu'on voit également sur le graphique, c'est juste parce qu'il y a des pays qui sont mieux formés, qui sont un peu en avance. Mais en réalité, on n'a pas de différence entre les pays en termes de prévalence du TDAH. Donc là, on verra une différence, c'est plutôt en termes de ratio homme-femme, comme pour le TSA. Il y a plus d'hommes diagnostiqués TDAH et d'ailleurs TSA pour le moment. Voilà, un petit peu la prévalence. Alors là, on va parler un peu de les comorbidités fréquentes. Donc, celle qui est la plus fréquente, c'est celle que je disais tout à l'heure. En fait, c'est le trouble de l'opposition avec provocation. C'est 60% des enfants TDAH, donc c'est assez énorme. Après, voilà, on a le trouble du spectre de l'autisme où il y a 10 à 30% des enfants TDAH qui développent un TSA. Et inversement, je crois que c'est 50% des enfants TSA, je crois, qui développent un TDAH. Ouais, exactement. Et alors, on a les troubles des apprentissages et du langage, et un niveau de langage plus faible, dans 25 à 40% des cas chez les enfants TDAH. On peut voir aussi des troubles des conduites qui se développent. Alors, ce sera plus à l'adolescence, mais voilà, c'est quelque chose à surveiller, donc dans 20% des cas. Il y a beaucoup de troubles anxieux associés au TDAH, 30% des cas. Et on peut retrouver aussi des troubles dépressifs, donc 20 à 30% des cas. Il y a un truc aussi qui sera à surveiller, c'est que c'est l'utilisation des substances. Voilà, il y a 3 fois plus de risques de consommer des substances, 50% de plus de nicotine et 2 fois plus d'opioïdes. Voilà, Je me donc permets juste de rebondir là-dessus parce que je ne crois pas qu'on parlerait du traitement plus tard du TDAH. Il y a un traitement médicamenteux qui existe et souvent c'est ça qui fait peur chez à peu près tout le monde, c'est le risque de dépendance. Et dans de nombreuses études, ça montre que en réalité ça protège du risque de dépendance à l'avenir, c'est-à-dire d'utilisation de drogues et de toxiques, parce que c'est des enfants qui souvent ont des difficultés de régulation des émotions, de leur anxiété, etc., et qui vont se tourner vers des substances qui peuvent les aider à gérer ce genre de choses. Et donc, comme tout à l'heure, hein, le diagnostic est clinique, vraiment la même chose que ce que j'avais dit pour le trouble du spectre de l'autisme. Mais du coup, là, je rajoute quand même que souvent, il y a un peu
demande de faire un bilan attentionnel pour vérifier qu'il soit bien TDAH, ça ne sert à rien. C'est pas que ça peut nous aider, comme tout à l'heure, pour nous donner des éléments d'aménagement, etc. Mais ce n'est pas parce qu'un bilan attentionnel, donc c'est-à-dire où on teste purement l'attention en entretien ou en bilan avec l'enfant, avec des tests, c'est parce que ce test, il est pathologique, que l'enfant a un déficit de l'attention, et c'est pas parce que tout va bien au test de l'attention qu'il ne peut pas être TDAH. C'est pour ça qu'on ne peut pas l'utiliser comme une évaluation diagnostique. Donc, on va déjà faire un petit rappel c'est l'AHS qui fait un petit rappel. Donc, tout professionnel de la petite enfance et de l'enfance doit porter une attention particulière au développement de la communication sociale chez tous les enfants, tout au long de leur développement, avec une vigilance accrue lors de l'entrée en collectivité préscolaire et lors de l'entrée à l'école. Donc voilà, un petit schéma pour le parcours de l'enfant. Donc on voit au tout début de transmission des observations une inquiétude de la famille. Ça peut être aussi une inquiétude de l'école ou une inquiétude de la crèche. Donc une orientation vers le médecin traitant ou le pédiatre ou la PMI d'ailleurs pour une consultation de dépistage en vue d'une surveillance. Ensuite, il y aura une orientation pour diagnostic et ensuite une orientation vers différents partenaires dans le CAMS, SSR, vers un médecin spécialiste. Et c'est là, finalement, qu'il arrive chez nous, plateforme TND ou vers un professionnel en libéral. L'idée, c'est de vous présenter rapidement. En général, quand on parle d'handicap, il y a un peu il y a plusieurs côtés à prendre en compte, social, scolaire, sanitaire. Il n'y a pas le côté parent, ce que j'aurais rajouté, mais je pense que ça va de soi, le côté familial qui va au-delà du social. Mais donc, je passe rapidement sur le scolaire parce que je pense que vous êtes au courant. Mais il y a plusieurs choses qui existent, en fait, qui va de l'interne en école à aller un peu plus loin avec une demande auprès de la MDPH. Au niveau même des structures qui existent, en fonction de l'âge de l'enfant, il y a plusieurs choses qui existent. Il ne faut pas oublier qu'il y a des classes spécialisées pour l'autisme, comme l'UEMA, donc l'unité élémentaire maternelle autisme dans l'école maternelle. Et en élémentaire, pareil. Donc là, ça va être des classes en effectif réduit avec des professionnels et c'est en lien avec le médico-social. Et les classes Ulysse que je pense que vous connaissez, etc. Ça, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller décrire plus loin. Il y a une description plus précise de ce que représente chaque on va dire, équipe un peu décrite, donc le RASAD, la CEPA, etc. Donc là, un peu une description, mais ça, je pense que vous pourrez relire une fois que vous aurez le diapo. Voilà. Ouais, alors voilà, donc les différentes structures par âge, en fait. Donc, par exemple, le CAMS, on va dire que c'est avant 6 ans. Le CMPP, avant 18 ans. Les PMI, donc pour les plus petits, avant 6 ans. Et tout ce qui est CMP, CATTP, voilà, avant 18 ans. Là, je vais vous parler brièvement en fait, du fonctionnement. Voilà, on a la MDPH qui est décisionnaire. Bon, c'est à la MDPH que les familles envoient les dossiers pour les demandes d'AESH, d'AEH, même d'AESH, de PCH. Donc, c'est la MDPH qui va être décisionnaire d'une AEH ou d'une PCH et c'est la CAF qui va les financer sur les comptes des particuliers. Et concernant la JPP, on fait les demandes directement à la CAF et puis un accord du médecin de la sécurité sociale qui vient appuyer cette demande-là. On va peut-être pas tout décrire. Hop, on va passer. Ah, c'est un peu un résumé de tout ce qui... Oui, c'est un petit résumé. Alors, du coup, au total, ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que c'est une prise en charge pluridisciplinaire. Au niveau scolaire, on a le RASED, le PAP. Au niveau sanitaire, on a les PMI, CMP, hôpital. Au niveau social, on a la MDPH et la CAF. Voilà, puis entre les deux, on voit les CMPP, les CAMS et puis l'ITEP, PME, CSAD. Voilà. Agathe, tu veux un peu parler des PCO ?
Oui. C'est des plateformes de coordination et d'orientation. Ça a été créé parce que il y avait des grosses difficultés pour arriver à à obtenir pour les familles un diagnostic. Il y avait une errance diagnostic pour les familles. Les prises en charge, elles étaient chères en libéral. Il y avait beaucoup d'attentes dans les CMP. Ce qui fait que l'idée, c'était que entre 0 et 12 ans, les enfants présentant une suspicion de trouble du neurodéveloppement ou un trouble du neurodéveloppement puissent avoir une organisation de leurs soins, de leur prise en charge. Euh, Ce qui fait que dès qu'il y a une suspicion par le médecin généraliste, l'idée c'était d'appuyer donc les professionnels de première ligne, donc les médecins généralistes, mais également psychomotes, orthophonistes, psychologues, etc. Et puis de coordonner tout ça. Donc, il faut savoir que les plateformes de coordination et d'orientation, pour ceux qui ne connaissent pas, ne rencontrent pas les enfants, mais prennent en charge des dossiers. Ils ont des milliers et des milliers de dossiers en cours. Ils prennent tous les éléments et ils évaluent la situation et ils les envoient vers les différents professionnels qui font partie du réseau. Donc, ça permet de coordonner les choses. Alors, on a l'impression que c'est pas grand-chose. On dit non, mais c'est pas possible de mettre autant de moyens. Alors, souvent, c'est pas beaucoup de moyens, hein, c'est 2 ou 3 ETP euh, pour beaucoup de situations et ils accompagnent également pour la pose des diagnostics. C'est-à-dire qu'il y a des réunions de concertation pluridisciplinaires, des RCP, où il y a un médecin généraliste, les professionnels qui ont rencontré l'enfant, la famille avec le médecin généraliste et puis l'équipe de la PCO. Et en fait, ils mettent il synthétise en fait tous les éléments des évaluations et après ça permet de poser le diagnostic sans forcément attendre d'avoir d'avoir une prise en charge de deuxième ligne sur les CMP ou alors par des pédopsychiatres qui souvent soit ont beaucoup d'attentes et n'existent pas, ou alors n'ont pas forcément tous les éléments non plus, parce que effectivement c'est pluridisciplinaire. Donc voilà, c'est pour prévenir l'errance diagnostique. Et puis on voit forfait précoce, valider l'attribution d'un forfait précoce, c'est parce que les évaluations, ça passe aussi par exemple par des évaluations par un psychologue ou un psychomotricien qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Et donc ça débloque des forfaits précoces pour avoir les bilans et également des prises en charge derrière. Donc ça, c'est hyper important parce que nous, même quand ils arrivent sur la plateforme, sur le CMP où on est formé, on est nombreux, machin, et ben en fait, on a tellement de patients et on veut tous les voir. Et ben, si déjà les bilans ont été faits, ça nous permet d'avoir ça de gagner et surtout, on n'a pas de suivi pour tout le monde. On ne peut pas. Donc, s'il y a déjà un suivi par la psychomotricité, si c'est déjà remboursé grâce au forfait précoce, c'est un plus énorme. Parce que des fois, les familles n'ont pas encore la AEEH et donc nous, ils viennent nous voir en disant bah, on veut de la psychomote. Nous, on n'a pas de psychomote. Et donc, en fait, il y a une perte de temps et de chance alors qu'il existe ces PCO-là. Voilà, donc c'est vraiment guider les familles vers ces PCO, surtout quand il n'y a rien, c'est vraiment un réflexe à avoir. Je vous remercie de changer. Donc voilà, un doute, en parler au médecin, l'équipe. Et puis la PCO, c'est aussi son job de se dire, là c'est complexe, on va les envoyer soit vers le CMP parce qu'en fait, il faut quand même une équipe pluridisciplinaire, il faut rencontrer l'enfant, ou alors même vers les troisièmes lignes. Moi, les PCO, des fois, nous les envoie au CEDA aussi, vers un centre expert. Voilà. Les principes de prise en charge, je ne sais plus si les filles, si c'est moi, mais je peux poursuivre. En tout cas, pour tous les troubles du neurodéveloppement, le principe de la prise en charge, c'est que ce soit une prise en charge qui est précoce. Même s'il n'y a pas une urgence vitale, etc., c'est important que ce soit fait rapidement. Souvent, on attend qu'il y ait un diagnostic de posé. On se dit, oh, bon, on se doutait bien hein, qu'il y avait un TDAH, mais rien n'était fait. Ça sert à rien d'attendre, en fait. S'il y a une difficulté, euh, on doit en fait agir à ce moment-là, dès qu'on voit la difficulté. Qu'il y ait un diagnostic ou pas, au pire, on s'en fout. Euh, c'est pluridisciplinaire, donc en fait, ça dépend pas forcément que du médecin, du pédopsychiatre. D'ailleurs, moi, je fais que très peu de choses, mis à part poser le diagnostic. Donc, au final, j'ai un besoin crucial de
tous mes autres collègues, c'est-à-dire orthophonistes, psychomotriciens, psychologues, mes infirmières, enfin voilà, tout le monde a une place indispensable dans l'accompagnement de ces enfants et de ces familles. Et finalement, moi, je les vois assez peu. Et quand je les vois peu, ça veut dire que j'ai fait bien mon job. Le partenariat avec les parents, ça c'est indispensable. En fait, c'est avec eux qu'ils passent la majorité de leur temps. S'ils ont compris, on a tout gagné. C'est basé donc sur les compétences, c'est-à-dire l'évaluation fonctionnelle, ça on l'a dit et redit. C'est vraiment comment ils fonctionnent. En fait, c'est ça qui est important de savoir. Donc au final, d'avoir le diagnostic, c'est quelque chose qui permet d'avoir des droits, une meilleure compréhension quand même du fonctionnement cérébral, ça je veux bien. Mais n'empêche que si j'ai juste le diagnostic, j'ai qu'une partie de l'information et j'ai pas tout. Ça vise à la généralisation, c'est-à-dire qu'avant, sur les CMP, il y avait des soins que en CMP. Souvent, on nous dit, mais qu'est-ce que vous faites au CMP? Pourquoi vous ne les voyez pas plus? En fait, les voir une demi-heure en CMP, ils sont super. Nous, on sait bien s'adapter à eux, on est au taquet, voilà, on connaît le trouble. Mais si derrière, à l'école, à la maison, personne n'a rien compris et que ça ne marche pas, eh ben, ça ne sert à rien. Parce que la vie, c'est pas la demi-heure sur le CMP. Et, euh, et puis, en plus, on n'a pas les moyens. Mais en plus, ça a quand même une certaine cohérence. Et puis c'est évolutif. Ça veut dire qu'il y a des enfants qui auront peut-être pas de, peut-être beaucoup de besoins, par exemple retard de langage, ils sont tout petits, et puis après, en fait, ça va changer. Et puis au moment de l'adolescence, de l'entrée dans le collège, en fait, il y aura des besoins complémentaires. Donc, voilà, on passe à la diapo après, parce que sinon je peux parler pendant 2 heures. Donc, il n'y a pas de guérison du... Ah, pardon, ça, j'avais pas vu. Pardon, pas de guérison du trouble. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que c'est pas parce que ça évolue qu'ils peuvent progresser, qu'ils vont... euh, Parce que c'est pas une maladie. C'est ça qui est important à voir. C'est une manière de fonctionner. Donc, en fait, s'ils sont dans un environnement qui leur convient, il n'y aura pas de souci et ils vont fonctionner correctement. Si c'est pas le cas, il y aura besoin d'aide. Donc en fait, voilà, ils vont apprendre à vivre avec, à s'adapter, à s'ajuster. Et puis, il faut aussi, en fait, souvent on dit 50-50. 50% de rééducation, d'ajustement du jeune, 50% d'adaptation de notre part, de l'environnement. Donc ça, c'est hyper important de voir ça. Parce que c'est quand même assez rare et assez difficile d'avoir 50% d'adaptation de l'environnement. Mais c'est important de l'avoir en tête. Ce serait l'idéal. Et puis voilà, un accompagnement aux besoins spécifiques de l'enfant. Merci les filles. Donc bon, j'ai déjà commencé à le dire, mais en tout cas, les prises en charge, elles sont multimodales. Il y a la rééducation fonctionnelle, en fonction de l'évaluation fonctionnelle. Moi, il y a des gamins, ils ont besoin de plus rien. Il y en a d'autres, ils ont orthophoniste, ergo, machin, etc. C'est pas parce qu'il y a un diagnostic, d'ailleurs, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de diagnostics qu'il faut beaucoup de rééducation, ça dépend. Et puis aussi, il faut savoir qu'ils sont fatigables. Donc, ils sont fatigables, ça veut dire que si on fait de l'orthophonie à 18 heures, ça ne sert à rien chez les enfants. En fait, ce sera forcément sur des horaires d'école parce qu'ils n'ont pas les capacités de faire ces rééducations qui sont ultra coûteuses à l'extérieur, enfin en dehors de ces horaires-là. Ils auront, enfin, moi je le vois, j'ai pas cette capacité. Alors, je pense qu'un enfant avec de l'autisme, c'est pas possible non plus. Euh, la psychoéducation, c'est la base. Voilà. Le parent, il est expert. L'enfant, on essaye aussi de l'amener, mais c'est pas facile toujours. Et puis, toutes les personnes qui vont intervenir. Le traitement pharmacologique, c'est plutôt dans le cadre du TDAH qu'on l'utilise. Ça, je parlais du méthylphénidate, de la ritaline. Ça, c'est à partir de l'âge de 6 ans. Pour le traitement pharmacologique, il y a également pour il y a d'autres médicaments dans l'autisme, mais c'est vraiment dans des cas exceptionnels. Sinon, il n'y a pas de traitement pour l'autisme. La guidance parentale, les groupes d'entraînement aux habiletés parentales, ça c'est des choses qu'on fait beaucoup sur le CMP et qui sont très 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 efficaces en fait et qui fonctionnent vraiment bien et qui changent beaucoup de choses souvent dans la vie des familles. Et c'est coûteux aussi en énergie, il faut beaucoup de motivation. C'est souvent des familles qui sont déjà en difficulté, mais n'empêche que quand ça se passe bien, ça marche bien. La remédiation cognitive, c'est de la rééducation, aider les enfants à trouver des stratégies en fait pour utiliser leurs fonctions exécutives dans le travail.
On va le dire simplement, hein. Je pense que Luna Fischer pourrait le faire bien mieux que moi, mais en tout cas, pour dire simplement, c'est ça. Et ce qu'on peut dire, c'est que on peut le proposer à l'enfant, mais après un certain âge. Nous, c'est à partir de 10 ans. Il faut que l'enfant soit motivé, soit pas trop fatigable, et ces compétences-là à mettre en route. Enfin voilà, c'est pas n'importe comment. Donc généralement, c'est des indications médicales ou par les psychologues ou les équipes. Les interventions et les aménagements en milieu scolaire, ça doit être systématique et pour toutes les familles. Comme la psychoéducation, intervention école, ça, c'est les deux piliers. Voilà. Donc voilà, là c'est un résumé. Quand il y a des difficultés scolaires, que ce soit sur les apprentissages ou le comportement, voilà, à l'école, on peut demander une équipe éducative, donc avec le directeur, l'enseignant, les parents, médecins scolaires, infirmiers, psychologues. Voilà. À la suite de cette équipe éducative, on peut mettre des aménagements en place, donc par exemple un PAP. Si ça fonctionne bien, super, les difficultés s'amenuisent. Bon, on a quand même plus souvent l'autre versant. Donc, si les difficultés persistent, là, on peut en effet monter un dossier NDPH voilà, avec les bilans et tout, qu'on envoie tout à l'NDPH. Et puis là, il y aura d'autres choses qui seront mises en place. Donc, il ne faut pas attendre d'avoir un diagnostic ou une reconnaissance pour mettre en place des aménagements adaptés. On peut faire une équipe éducative sans qu'il y ait déjà la NDPH ou des diagnostics. Ça se fait après. Voilà. La première équipe éducative, en tout cas, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un diagnostic. Et justement, on va parler des aménagements. Voilà, les aménagements. Enfin. Du coup, parler le même langage, donc voilà, on va parler tout d'abord de l'importance de mettre en place du visuel. On l'a mis en rouge avec des plus parce que voilà, c'est ce qui leur parle le plus. Et voilà, quand on met en place des pictos, ce qui est important de savoir, c'est que des fois au début on a l'impression que ça ne fonctionne pas, mais qu'il y a un temps d'adaptation. Donc il faut bien persister et les mettre sur un petit temps avant de dire qu'ils ne les regardent pas ou ils ne les prennent pas. Voilà, on adapte le niveau de langage à celui de l'enfant, on essaye de faire des formulations claires, d'éviter les phrases trop longues. Attention quand même aux enfants porteurs de TSA avec qui ont un bon niveau de langage, il faut qu'ils soient quand même disponibles. Voilà. Attention parce qu'ils peuvent quand même avoir une mauvaise compréhension de l'implicite, donc des fois ils peuvent avoir du mal à décoder certaines intentions des autres et attention à la surcharge. Il faut vraiment avoir en tête souvent que l'enfant TSA s'exprime mieux que ce qu'il ne comprend. Voilà. Donc là, vous avez des petits exemples d'aménagement et de structuration de l'environnement. Il y en a peut-être des choses que vous connaissez déjà. Donc l'importance de structurer le temps, c'est pour ça qu'on a mis un time timer, que vous sachiez des fois quand on n'en a pas un sous la main, il y a une application qui peut être disponible sur le téléphone. Voilà, attention particulière sur les transitions, les changements et les imprévus, voilà, toujours prévoir. Comme on avait dit, ils ont une grosse intolérance aux changements, aux imprévus, donc tout ce qu'on peut prévoir et anticiper, ça évitera certaines crises. Et structuration de l'espace, c'est pour ça qu'ici on voit un petit bureau avec des casiers. Quand c'est une structuration claire, ils voient à quoi s'attendre par la suite avec des petites images sur les petits casiers et c'est plus facile pour anticiper. Et les pictos sur les portes, pareil, pour indiquer un endroit interdit où il ne faut pas aller. Là encore, des petits exemples de routine. Souvent, on constate qu'il y a certains moments de la journée qui sont plus difficiles que d'autres. Le moment du lever, le moment du coucher. Et des fois, voilà, d'avoir des petits visuels en routine, c'est plus facile pour eux, encore une fois, d'anticiper et de programmer ce qu'ils vont devoir faire et de surtout structurer les tâches une par une. Donc là, je me permets, là, l'idée, c'est pas forcément de se dire, allez, on met des routines partout, on met des pictos partout. C'est pas forcément ça, c'est plutôt d'identifier les moments de la journée ou les difficultés particulière de l'enfant et de se dire, ok, c'est là que ça va pas. Par exemple, les transitions, par exemple, aller aux toilettes, par exemple, juste la lecture, et se dire, c'est là que je vais réduire le coût de l'environnement. Quand on parle de fatigabilité, en mettant une consigne visuelle, il ne faut pas la garder en mémoire. Il y a plein de choses comme ça où on se dit, on veut juste faciliter
aménager l'environnement pour que ce soit plus facile pour l'enfant, qu'il soit moins irritable, moins fatigué et plus disponible pour les apprentissages. Mais l'idée, c'est pas d'en mettre partout parce qu'on vous a dit de le faire. C'est plutôt d'identifier là où c'est utile. Donc, pour ces enfants-là, en fait, c'est hyper important de réduire la fatigabilité. Donc, en adaptant les consignes pour limiter la surcharge cognitive, proposer des pauses régulières, éviter la double tâche, par exemple, écrire et écouter en même temps, c'est vraiment très compliqué pour eux, très fatigant. Il y a une possibilité d'évaluer le niveau de la fatigabilité au cours de la journée. Comme ça, on adapte un petit peu les tâches qu'il a à faire dans la journée. Ce qui est bien aussi en évaluant le niveau de la fatigabilité, c'est que si on le fait régulièrement, eh ben, on pourrait même avoir une sorte de courbe de sa fatigabilité et se rendre compte que c'est tous les vendredis après-midi qu'il est fatigué. Et peut-être du coup proposer à ce moment-là à l'école de privilégier des activités moins coûteuses ou plus plaisantes. Donc c'est intéressant de pouvoir identifier ça. Ce n'est pas forcément le cas pour tous les enfants, mais ça reste un outil intéressant. Alors, ce qui est vraiment important aussi, c'est d'augmenter leur motivation. En fait, il faut vraiment travailler là-dessus avec des renforcements positifs lors des bons comportements. Donc, la récompense sociale, on tape dans les mains, féliciter. En fait, on met le paquet. Voilà. La récompense matérielle, ça peut être différentes choses. Ça peut avoir des autocollants, des cartes Pokémon, des bonbons. Toute idée est la bienvenue du moment où c'est cohérent. Et puis, il y a les jetons aussi pour certains enfants. Les jetons, c'est comme une certaine monnaie, en fait. Ça leur permet de les collectionner pour avoir après une récompense plus grande. Ça parle bien aussi. Puis, ils aiment bien le matériel. Il est possible de mettre en place un système de récompense, alors particulièrement pour les enfants TDAH, avec des tableaux à points, des économies de jetons, des contrats de comportement. On va peut-être pas tout décrire dedans, mais voilà. Ce qui sera le plus simple sera le mieux pour l'enfant quand même. Voilà. Alors, à savoir, avant de mettre en place un système de récompense, il faut adapter la récompense aux intérêts de l'enfant. C'est sûr qu'on ne va pas faire un truc qui n'intéresse pas l'enfant si on lui propose une récompense qui n'a aucun intérêt pour lui. Il n'a aucune raison de faire ce qu'on lui demande. Voilà, il faut rendre clair les comportements attendus. Je me contrôle, par exemple, on a un exemple, je me contrôle, ça ne veut rien dire, clairement, c'est pas clair du tout. Donc, c'est plutôt, si c'est dans la classe, je lève la main avant de parler. Je ne me lève pas en classe, ça va être plutôt, je reste assis pendant le regroupement. On évite, en fait, tout ce qui est la négation dans les phrases, on essaie de les tourner autrement. La récompense doit être rythmée immédiat. Il fait une tâche, hop, il a son jeton, voilà, il a sa gommette, voilà, pour que vraiment ça parle à l'enfant. La récompense doit être obtenue uniquement si le comportement attendu est réalisé. Il n'existe pas d'autre opportunité pour l'enfant d'obtenir la récompense. Voilà. Et à savoir, punir un enfant est moins efficace à long terme que de le récompenser. Alors, on sait, dans la société actuelle, on a appris l'éducation par la punition. Tu me respectes, j'ordonne, tu me respectes, tu ne m'écoutes pas, je te punis. Et bien, avec ces enfants-là, pas de chance, ça ne marche pas. Donc, il faut faire autrement. Si vous voulez aller plus loin, en dessous, on vous a mis un lien sur le qui s'appelle Collectif Parents TDAH Ouest. Il est pas mal, vous pouvez aller regarder. Et je reviens sur ce que tu as dit sur la récompense doit être immédiate. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a remarqué au niveau avec les expériences. On voit vraiment que ça marche mieux. Donc, plus la récompense est proche du comportement attendu, plus vous allez associer, en fait, dans le cerveau, récompense, ce qu'on attend de moi. Donc, plus c'est proche dans le temps et mieux ça marchera. Et quand on parle de renforcement, en fait, on veut juste, ce qu'on cherche à faire, c'est renforcer la probabilité que lever la main se reproduise. Renforcer la probabilité que l'enfant reste assis. Il faut toujours avoir en tête qu'est-ce qu'on cherche à renforcer de manière hyper précise et claire. C'est sûr que des fois, on doit se dire la récompense immédiate, on ne peut pas le faire n'importe où.
En soi, si on fait un système de récompense avec des jetons, on peut se faire un petit porte-monnaie avec des jetons et on est dans la voiture, l'enfant a fait quelque chose, dans le magasin, hop, on lui donne un jeton, il le garde et il le mettra dans son petit porte-monnaie à lui où il collectionne les jetons. Voilà. Là, c'est une diapo donc, sur les aménagements sensoriels. On peut voir là en haut à droite une petite fille qui a un casque anti-bruit. Ça peut être intéressant. Alors, on l'utilise plus souvent pour les TSA quand même, mais certains TDAH l'utilisent pour leur permettre de s'isoler du bruit pour mieux se concentrer en classe. La position dans la classe est aussi hyper importante. Par exemple, un enfant TDAH, on ne va pas le mettre au fond de la classe devant une fenêtre. On va plutôt le mettre devant dans la classe, face à un tableau, pour que toute son attention soit focalisée en face de lui, donc sur la maîtresse et sur ce qui se passe au tableau. Parce que s'il est contre une vitre, bah dehors, il y a un pigeon qui passe, il y a quelqu'un qui fait le ménage dans la cour de récréation ou qui passe avec du matériel. Bah, l'enfant, il décroche, il n'écoute plus la maîtresse. On peut aménager un petit coin sensoriel. Il y a plein de classes qui le font. Il y a des classes flexibles où il y a pas mal de petits matériaux organisés comme ça, de petits aménagements. Voilà, où l'enfant peut aller se ressourcer un petit peu dedans, utiliser des balles à picot, de la lumière, des choses comme ça. L'idéal est quand même d'éviter les surstimulations visuelles. Si par exemple le bureau de l'enfant il est devant, on évite qu'il y ait trop de matériel, trop d'environnement, trop de choses à regarder. Voilà, on utilise les renforcements spécifiques et des temps de transition dédiés. Un exemple de matériel pour aider un enfant en classe, on voit alors à gauche, on a les cahiers de mastication. Je prends l'exemple des enfants TDAH, mais même des TSA, il y a beaucoup d'enfants qui mettent énormément à la bouche. Si on regarde une trousse d'un enfant TDAH, c'est une catastrophe. Tous les stylos sont cassés, mordus, coupés en deux. Alors, dans l'idéal, on peut leur proposer un collier de mastication qui occupera leur bouche plutôt que les stylos. On peut mettre aussi ces objets de mastication au bout des stylos. On a aussi je ne sais pas comment on appelle ça, des choses qu'on peut mettre comme des petits tournevis sur les crayons pour occuper les doigts de l'enfant plutôt que d'aller jouer avec les cheveux de sa voisine. Voilà, on peut utiliser les petites balles. Il y a des petits fidgets où on fait circuler. Vraiment, l'idée, c'est d'occuper les mains, en fait. On fait circuler la petite balle, la petite bille dedans. Voilà, occuper les mains pour éviter qu'elles aillent tout toucher devant. Voilà. Il y a plein d'autres petits trucs. On voit les pop-it. Un autre exemple d'aménagement, là, on voit, il y a un sort de petit paravent sur le bureau. On n'en voit pas souvent, mais ça peut être vraiment très utile pour couper l'enfant en fait de tout ce qui se passe dans la classe. Si les caisses contributives ne fonctionnent pas, on peut utiliser voir si ça convient mieux à l'enfant, des boules caisses, des bouchons. Pour les bureaux, on a des tabourets qui sont ronds dessous, qui existent, et du coup, ça permet à l'enfant d'être assis tout en bougeant sur lui-même. On peut utiliser les ballons, les galettes. Alors, le défaut des galettes, c'est qu'elles finissent souvent par terre. Donc, à voir si ça convient à l'enfant. Voilà, l'idée, c'est que l'enfant puisse bouger sans déranger. Voilà. Il y a aussi des élastiques au pied des chaises. Oui, mais ça aussi, ça dépend de qui supportera. Les élastiques, quand l'enfant tape dedans, ça fait beaucoup de bruit. Donc, la maîtresse, il faut qu'elle soit d'accord pour que ça soit utilisé dans la classe. C'est des aménagements qu'on peut trouver facilement sur des sites. Alors, il y a du moins cher au plus cher comme site. Sur Amazon, on peut trouver moins cher. Après, il y a Aptoz et Wesco où ça va être de meilleure qualité, mais du coup, le prix sera bien plus élevé. Analyser le comportement. Donc là, ça fait un peu écho à ce que disait Agathe au début de la conférence où il fallait toujours un peu plutôt essayer de comprendre leur comportement plutôt que de tout de suite interpréter à partir de nos a priori. Il faudrait une autre conférence en entière, je trouve, pour vraiment aller plus loin dans le sujet. Mais peut-être que ce que vous pouvez retenir, c'est de toujours vérifier le contexte dans lequel ça s'est produit. Donc là, quand on parle d'analyser le comportement, c'est souvent dans le cas de comportement qu'on va dire problème, comportement défi, des mots qu'on peut utiliser, où en fait, l'enfant a un comportement qui n'est pas adapté à la situation ou qui met beaucoup en difficulté les adultes. Avant de partir sur c'est un enfant qui le fait exprès, etc., toujours peut-être garder en tête ce côté, ok, est-ce qu'il est disponible ?
Donc, être disponible, ça veut dire ne pas être douloureux, ne pas avoir faim, ne pas avoir soif, avoir une bonne nuit de sommeil, ne pas avoir eu 10 000 choses à gérer pendant la journée, ne pas être anxieux et avoir une intégration sensorielle dont on a parlé tout à l'heure qui est plutôt stable. C'est-à-dire de ne pas être en hyporéactivité ou en hyperréactivité. Donc, à ce moment-là, c'est difficile à vérifier. C'est parce que, par exemple, si on prend le cas des enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme, leur douleur, ils ne l'expriment pas forcément. Leur fatigue non plus, et leur anxiété peut se manifester de manière assez différente. On parlait des comportements répétitifs, par exemple. Ça, c'est quelque chose où vous, en tant que professionnel, vous pouvez être attentif. Si ça augmente, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'environnement et pas chez l'enfant. Voilà, déjà, c'est la première étape, je dirais, dans l'analyse du comportement, c'est tout de suite plutôt aller voir qu'est-ce qui, dans la disponibilité, pourrait manquer. Et c'est là qu'on peut vous pouvez déjà agir directement, quoi. Du coup, l'objectif, là, si on fait un peu un résumé de ce qui a été dit jusque-là, c'est que, en fait, ça va dépendre des enfants. On vous a donné plein d'exemples qui peuvent aller à la fois pour les TSA, à la fois pour les TDAH. Le visuel, ça va être quand même plus spécifique au TSA parce que c'est un peu leur langue maternelle, on va dire. Mais l'essentiel, c'est quand même de faire du cas par cas. Et donc, l'idée, c'est de tester une chose, et c'est pas parce que ça marche pas que ça remarchera jamais, ou peut-être qu'il était juste pas disponible à ce moment-là. Donc, l'idée, c'est, on pense à des outils, c'est trop bien, il faut être créatif. On se base aussi sur leurs intérêts restreints, par exemple pour les enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Tout ça, c'est hyper important à garder en tête au moment de réfléchir aux outils, aux aménagements qu'on veut mettre en place. En résumé, on sait que les enfants qui ont un TND, ils ont des besoins spécifiques. Notamment, les 4 qu'on va vous présenter, celui de s'adapter à leur fonctionnement, donc ça veut dire que c'est à nous adapter. Le besoin de prendre en compte leur disponibilité, c'est la diapo de tout à l'heure, dont je vous ai parlé. Le besoin de préserver des temps ressources. Là, ça, c'est quelque chose où ça peut être difficile à imaginer parfois parce que dans certains cas, tout temps est hyper coûteux. Donc là, ça reste assez important de l'imaginer, de pouvoir se dire, OK, à quel moment cet enfant va pouvoir se reposer, à quel moment il va pouvoir récupérer, on va dire, de l'énergie. Si on imagine un peu une barre de vie de jeux vidéo, il faut imaginer un peu comme si la barre de vie des enfants avec un TND, elle descendait beaucoup plus vite que la nôtre au cours d'une journée. Donc, comment est-ce qu'on peut faire augmenter leur petite barre de vie de jeux vidéo? Et un peu ce qu'on disait aussi tout à l'heure, les renforçateurs, on doit les adapter. Et les récompenses, c'est pas parfois qu'elles ne marchent pas, c'est juste peut-être qu'on les a mal choisies. Tout ça, c'est pas injuste de leur mettre... C'est pas injuste de leur mettre des tabourets qui tournent, c'est pas injuste de leur donner des petites balles sensorielles, c'est juste les respecter et c'est équitable. Et donc, on a une petite image, peut-être que vous avez déjà vu, soit sur les réseaux sociaux, soit dans d'autres cadres de formation. En tout cas, ça illustre hyper bien, je trouve, l'équité. Donc, l'idée, c'est pas que tous les enfants aient la même chose, mais plus qu'ils aient chacun quelque chose adapté à leurs besoins. Et c'est un peu l'objectif de tous les aménagements qu'on a décrits, de manière non exhaustive. Alors, on arrive sur la fin, on a quand même fait un petit truc sur un petit aménagement, un diapo sur les aménagements des organisations des devoirs. Ça me tient à cœur. Les devoirs, c'est souvent source de conflits à la maison. C'est source de négociation, c'est compliqué pour les parents, pour l'enfant. C'est important d'instaurer un rituel, en fait. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Ou dans un endroit dédié et calme, sans distracteur. Quand, proche du retour de l'école, on n'attend pas 21h pour les faire, ni 19h. Il faut le fixer, il faut que ce soit un truc ritualisé. Tous les jours, tu rentres de l'école, tu as un petit quart d'heure pour décompresser et à 17h, hop, on fait les devoirs. Avec du matériel dédié et en respectant l'enfant. Si, par exemple, un enfant TDAH, si pour réciter sa poésie, il a besoin de courir dans la maison qu'il la récite, il n'y a pas de problème, en fait. On n'est pas obligé de l'attacher à sa chaise. Comment on planifie, on séquence, commencer par les exercices les plus faciles
Parce que sinon, si vous commencez par les plus difficiles, il va se décourager, il ne fera pas la suite. Et lui proposer de se relire, c'est quelque chose qui est très compliqué pour les enfants, de se relire. Toutes les 20-25 minutes, on propose une... Alors, moi, je suis plus pour des durées plus courtes. Je dirais plutôt tous les quarts d'heure proposer une pause de 5 minutes parce que 20-25 minutes, il y a certains enfants qui n'y arriveront pas. Ça dépend de l'âge. Ça dépend vraiment de l'âge. Plus ils sont petits, plus on réduit les temps entre les pauses. Et après, on refait le sac pour le lendemain. On n'attend pas le lendemain parce que sinon, c'est le dernier moment. C'est le moment de se préparer. C'est trop tard. Tant qu'on est dans le mouvement, on le fait. Je crois que j'en reparle après, mais en fait, il faut savoir dire stop au devoir quand en fait, c'est plus possible. Il faut avoir en tête que, voilà, là, on a un tableau qui résume en fait le temps de concentration pour les enfants qui n'ont pas de trouble du neurodéveloppement. Donc, là, on voit qu'un enfant de 6 ans, il peut avoir un temps de concentration de 24 minutes. Un enfant de 11 ans, ça sera 44 minutes consécutives. C'est possible. Mais chez un enfant avec un trouble du neurodéveloppement, on peut largement diviser ce temps. Voilà. Donc, il faut vraiment prendre en considération qu'en fait, si au bout de... L'enfant, il a 6 ans, si au bout de 25 minutes, il en peut plus, c'est que c'est vrai. Voilà, donc il faut savoir que les recherches scientifiques montrent que plus l'enfant est soutenu par sa famille, plus son engagement dans le parcours scolaire sera important. Demander moins de devoirs, c'est possible. Dire non totalement aux devoirs, c'est possible aussi. Voilà, les devoirs, c'est pas obligatoire. Ne pas finir ses devoirs, c'est pas grave. Ne pas les faire, c'est pas grave non plus. Bien évidemment, mettre au courant la maîtresse quand il y a un jour on les fait pas, voilà, qu'il n'y ait pas de surprise. Ça peut faire partie du PAP aussi. Ça peut faire partie du PAP. Nous, on a demandé dans certains collèges même d'arrêter les devoirs. Il y en a qui sont totalement d'accord, donc d'autres qui sont contre. Mais c'est des choses qui se discutent. Voilà. Il est indispensable de valoriser quotidiennement les petites réussites. Ces enfants-là ont besoin d'être valorisés constamment. Et il faut en mettre des caisses, c'est comme ça, parce qu'ils en ont besoin. Parce qu'ils ont des caisses aussi de dévalorisation. De dévalorisation à côté, parce qu'il y a plein de choses qu'ils n'arrivent pas à faire correctement. Donc, on leur rabâche assez qu'ils ne savent pas faire assez correctement. Donc, on les valorise un max quand on peut. À savoir que ce n'est pas facile de valoriser. On ne fait pas ça naturellement. On dit facilement quand ça ne va pas, mais on ne dit pas facilement quand ça va. Et ça concerne tout le monde. Donc, il faut se forcer un petit peu. Et donc, justement, ça fait un peu partie des informations. S'il fallait que vous reteniez que quelques informations de cette conférence, on a essayé de le faire en une diapo, dont, là, vous voyez en majuscule, valoriser, qu'on vient de décrire, parce que c'est ce qui va aider à ce que l'enfant se développe au mieux. Sinon, de manière générale, si vous percevez dans votre quotidien un enfant qui a des signes dans tout ce qu'on a décrit, augmentation vers le médecin traitant qui oriente, lui, vers la PCO. Ça, c'est un petit peu quelque chose qu'on peut retenir et qui marche à tous les coups. Une autre chose qu'on aimerait vraiment que vous reteniez, c'est que les TDAH ne manquent pas de bonne volonté. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent soit dans le domaine scolaire, dans le domaine périscolaire, etc., même chez les parents. Il le fait exprès, il en fait qu'à sa tête, il n'est pas motivé. C'est des enfants qui ont un déficit de la motivation, en fait. Donc, c'est ça. En fait, la régulation de la motivation est différente que chez le reste des enfants. On reprécise que les TND ne trouvent pas leur origine dans l'éducation parentale ni dans la surexposition aux écrans. On parle bien d'origine. La priorité reste d'aménager l'environnement, toujours dans cet objectif de réduire la fatigabilité que ça entraîne. On peut mettre un PAP sans dossier à la MDPH. Et dans le PAP, c'est là qu'on va imaginer tous les aménagements dont on en a parlé avant. Aussi, ce qu'on aimerait vraiment que vous reteniez, c'est de ne pas sous-estimer les particularités sensorielles dans le TSA. Donc, comme l'a décrit Joël, qui peuvent être hyper variées, se manifester de manière hyper différente et que ça joue énormément aussi sur la disponibilité de l'enfant. Le valoriser, je vais quand même le redire, il faut valoriser, c'est très important. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas trop développé, mais du coup, on le précise quand même, c'est le fait d'essayer d'encourager les parents à multiplier les moments de jeu.
parce que c'est aussi comme ça que les enfants se développent. Et parfois, c'est des enfants avec lesquels ça peut être difficile en fait de jouer. Et du coup, on abandonne assez rapidement, alors que c'est hyper important. C'est par l'attention conjointe que... donc l'attention conjointe, c'est le fait d'être, on va dire, ensemble au même moment et de regarder la même chose en même temps. De partager un intérêt aussi, ça fait plaisir, ça renforce l'estime de soi. Donc c'est important aussi de le mettre en place. Voilà un petit peu... Merci pour votre attention. On montre juste que dans la suite, il y a quelques références. De livres. Ouais, donc des livres à destination plutôt des adultes ou à la destination des enfants dans le cadre du TDAH et de l'autisme. Des ressources pour les professeurs, pour vous-même, pour les parents. Donc là, c'est vraiment, ici, c'est que pour les parents, c'est plutôt pour les parents, mais ça s'adresse à n'importe qui. Notamment le livret Dizaines dans la maison qui reprend un petit peu tout ce qui vient du groupe Barclay. Donc le Barclay, c'est un groupe parents de psychoéducation pour tous les parents qui ont un enfant TDAH. Et c'est plein de petites méthodes psychoéducatives. C'est assez intéressant. Et puis il y a ce site internet que je trouve hyper bien fait. Moi aussi, oui. Donc, c'est des mini-vidéos de 2 minutes sur plein de thématiques, par exemple, qu'est-ce qu'un IME, ça peut être aussi comment mettre en place un outil visuel, voilà, en 2 minutes à chaque fois, et ça concerne uniquement, par contre, l'autisme. Et là, c'est plutôt pour vous, si jamais vous vous rendez compte que c'était hyper passionnant tout ce qu'on vient de dire, et que vous dites, mais c'était pas assez, on en veut plus, et vous pouvez vous former... prendre des initiatives et faire soit des MOOC ou des formations de e-learning. Et donc, on vous en a sélectionné 2 qu'on trouve assez bien faites. Vous pouvez sélectionner les vidéos qui vous intéressent le plus, etc.